Ok les amis, on peut commencer. Vous arrivez tous à voir, n'est-ce pas? Hein? Vous arrivez à voir ou pas? Pour ceux qui ne voient pas bien, dernier zoom. Voilà. Oui. Je zoome encore. Mais là, je suis en train de zoomer. C'est bon, hein? Oui, allô? Oui. Oui. Bonjour. Ah, ça va, Dieu merci. Salam alaikum. D'accord, on commence à 11h30. Oui. Inch'Allah. À tout à l'heure. Voilà, donc, suivez bien. Jusque-là, quelle autre matière de programmation vous faites en deuxième année? À part PHP, qu'est-ce que vous faites aussi en programmation? Python. Ah, et vous êtes sur quel chapitre là-bas en Python? Dans le chapitre. Les boucles. Hein. Ok, maintenant, donc suivez bien. Jusque-là, on a appris comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle du PHP. On a mis en place, on sait comment mettre en place des variables, comment mettre en place les boucles, comment mettre en place les tableaux, des choses que vous avez appris l'année passée et on a approfondi cette année. Maintenant, il faut comprendre que dans le monde d'entreprise, ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle de la programmation procédurale. Et ça, ce n'est pas des choses qui seront vraiment utilisées en entreprise. En entreprise, on utilise ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Alors, qui dit programmation orientée objet, c'est d'essayer de représenter les objets de ce monde-là, mais en termes d'informatique. Lorsqu'on prend par exemple un objet, voiture, lorsqu'on va le représenter, c'est comme lorsqu'on est en C, vous mettez en place une structure. Mais sauf que lorsque vous mettez en place une structure, il n'y a pas des choses qui se trouvent dans la structure à part les attributs de la structure. Comme par exemple, si vous avez étudiant, vous avez juste dans le type DevStruct, vous mettez juste les propriétés. Il n'y a pas d'autres choses que vous allez mettre. Avec la programmation orientée objet, on va avoir des choses qui vont être à peu près comme les structures, mais qui vont avoir plus de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets qui vont avoir des attributs, des propriétés que vous connaissez, et ensuite qui vont avoir des fonctions, c'est-à-dire des méthodes qui vont agir sur ces méthodes. Et donc c'est ça en fait. Et avec la programmation orientée objet, le code va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus organisé. Et il y a des principes de base qu'il faut juste comprendre sur ce qu'on appelle cette programmation orientée objet. On va commencer étape par étape. Dans ce qu'on appelle la programmation orientée objet, la première des choses qu'on doit faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des classes. Des classes, ça va être notre structure. Une classe, ça va être comme si c'est notre structure. Mais ça va être quelque chose qui n'est pas palpable. C'est tout simplement une abstraction. On va dire que tout simplement quelque chose qui sera dans une abstraction ou bien une théorie comme ça. Comme par exemple, si je dis voiture, ça c'est juste un concept. On est bien d'accord. Mais si je vous dis, par exemple, car rapide, que vous voyez, c'est un exemple de voiture. Mais qui dit voiture, c'est un concept. Donc les classes vont être tout simplement des concepts. Tout simplement, qu'on va mettre en place. Et maintenant, lorsqu'on va créer une variable de type, cette classe-là, ça sera ce qu'on appelle des objets. Quelque chose qui existe dans le monde réel. Alors, comment est-ce qu'on met en place ce qu'on appelle les classes? Pour mettre en place les classes, on va utiliser ce qu'on appelle le mot-clé classe. Supposons qu'on veut créer une personne. Supposons qu'on est là, on veut créer une personne. On veut une personne, je vais effacer classe là-bas. On veut une personne avec comme propriété ID, avec comme propriété nom, avec comme propriété prénom et âge. Voilà, donc ça, ce qu'on faisait en langage C, c'est que vous mettez type DevStruct et vous mettez ces choses-là. Maintenant, voyons comment est-ce que ça se passe ici. Déjà ici, la première des choses, c'est de mettre en place une classe. Et une classe,
sera constitué de deux éléments, à savoir les attributs. Ce qu'on a énuméré là, c'est ça qu'on appelle les attributs, les propriétés. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les méthodes, c'est-à-dire que les fonctions qui vont agir soit sur les attributs ou bien qui vont être des méthodes de cette classe-là. La syntaxe, c'est quoi? Syntaxe de la classe, c'est ce qui suit là, classe, non-classe, et puis on ouvre les accolades et on écrit tout au milieu de cette accolade-là. Donc voici la syntaxe de ce qu'on appelle les classes. Une classe, ça va être une famille d'objets, un concept, et dans cette famille d'objets, on va définir des familles, par exemple, voitures. Quelles sont les choses que les voitures ont en commun? Que ce soit car rapide, DMD, etc. C'est ça qu'on appelle les propriétés. On va mettre ce qu'on appelle les attributs et ensuite on va mettre les méthodes que ces choses-là ou bien ces voitures peuvent aussi partager, etc. Maintenant donc, comment est-ce qu'on représente? On va mettre le mot-clé classe et puis on va écrire le nom de la classe. Si on veut représenter une voiture, on mettra ici au lieu de non-classe, on met voiture. Si on veut représenter une personne, au lieu de non-classe, on met personne. Voici un exemple tout simplement juste en bas. Si on veut créer ce qu'on appelle une classe personne, on utilise le mot-clé classe et puis on met personne. Et puis on ouvre les accolades et ça, on dit qu'on vient de mettre en place une classe. C'est comme si ça remplaçait notre type d'struct. Jusque-là, c'est bon. Et ensuite, il y a deux choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce qu'on appelle les classes, il y a ce qu'on appelle les attributs. Donc, attributs. Je ramène ça. Donc ici, je vais commenter ici. Là, c'est la ligne des attributs. On met d'abord les attributs. Je donne un exemple. Un attribut que vous voyez ici, c'est quoi? C'est ID. Voilà. Maintenant, ici, on va mettre, par exemple, privé. Et puis, bon, je vais mettre public. Après, je vais revenir à toutes ces choses-là. Public. En PHP, c'est possible de mettre en place les types que vous avez l'habitude de voir. C'est possible. Donc ici, un ID pourra être quelque chose de type int. Donc là, ça veut dire que je viens de créer ce qu'on appelle un attribut qui s'appelle ID, qui est de type int. Mais je vais vous parler de ce que c'est que ces publics-là. Ce mot public, on va parler tout à l'heure. Donc, voici comment est-ce qu'on crée un attribut. Pour créer un attribut, vous allez préciser ici, le mot-clé là, c'est ce qu'on appelle une portée. La portée de nos variables. Comment, je veux dire, la portée de ID. Où est-ce qu'on peut voir l'ID? Lorsqu'on mettra quelque chose en public, ça veut dire que ID sera accessible de n'importe où. Qui dit public, ça veut dire que c'est public, quoi. Mais je vais vous expliquer après la différence. Donc ici, chaque attribut, pour mettre en place, vous allez utiliser un mot-clé ici, qui peut être ces mots-clés-là. Je vais préciser. La portée, ça peut être, comme ce que vous voyez, public, ça peut être protected, ça peut être private, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée. La portée, c'est comment est-ce qu'on pourra faire pour accéder à ID. Donc, ça peut être en public, ça veut dire que disponible de n'importe où. On verra protected, qui veut dire que voilà, c'est disponible dans la classe et les gens qui vont hériter. Et privé, qui veut dire que ce n'est accessible que la classe. Donc, les portées, c'est tout simplement des restrictions sur les attributs. Des restrictions. Mais donc, ici, public, ça veut dire qu'aucune restriction. Donc, mot-clé public veut dire aucune restriction. Et bon, comme ce que vous avez l'habitude de faire, pour créer une variable, vous mettez le mot $ et vous mettez le nom de la variable. Ici, on peut préciser les types qu'on a l'habitude de faire. On sait, c'est-à-dire int pour dire que l'id sera une variable entière. Si je vais créer ce qu'on appelle nom, je vais mettre aussi public. Et là, je vais mettre string et je mets $nom. Pour les chaînes, on va mettre string. Et ensuite, public, string, on va mettre $prénom, hack, public, int, $age. Voilà. Donc là, je viens de créer ce qu'on appelle une classe. Et là, tout simplement, j'ai ajouté les attributs. Après, je vais revenir pour parler des méthodes. Donc, une classe aura ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise la classe? Ses attributs, ses propriétés. Comment est-ce qu'on met en place ces propriétés? On fait ça comme ça.
Ok, maintenant, lorsqu'on a une classe, comme je l'ai dit, c'est juste un concept. C'est comme lorsque vous définissez une structure. La structure est un concept. Il faut créer une variable de type la structure pour dire que vous avez un objet de cette structure-là. Si on dit étudiant, étudiant n'existe pas. C'est lorsque vous créez étudiant 1 et que vous donnez les noms, c'est là qu'on dit que c'est un étudiant. Donc cette variable correspond à une instance de l'étudiant. Et c'est la même chose avec les classes. Donc lorsqu'on définit ce qu'on appelle une classe comme ça devient juste un concept, une famille d'objets. Et on pourra avoir des étudiants qui sont des personnes, des professeurs qui sont des personnes, des élèves qui sont des personnes. Mais une personne en tant que telle, c'est par exemple, M. Stéphano, c'est une personne. Mais personne, c'est général. C'est la famille d'objets. C'est bon jusque-là? Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut créer ce qu'on appelle un objet personne. Alors donc ici, on va créer ce qu'on appelle une variable P est égale pour ce qu'on appelle des classes, pour créer ce qu'on appelle des classes. Si c'était une structure, vous mettez, bon, ici ce qui est sûr, on n'a pas les mêmes syntaxe que langage C. Mais donc ici pour créer ce qu'on appelle un objet d'une classe, on va utiliser dans les langages de programmation le mot-clé new. New, et puis on met le nom de la classe. Ici, personne. Donc si je mets comme ça new personne, ça veut dire que je viens de créer une personne. Et là, je peux modifier ce qu'on appelle les attributs, etc., etc. Je donne un exemple. Pour modifier, et lorsqu'on utilise le mot-clé new, ça veut dire que c'est comme si quelque part il y a ce qu'on appelle les pointeurs, même si vous ne connaissez pas ce que c'est que les pointeurs, mais ça veut dire quelque part il y a ce qu'on appelle les pointeurs. En fait, lorsqu'on mettait en place des structures simples pour accéder aux attributs, si par exemple là c'est une structure en langage C, si vous voulez y accéder aux attributs, vous mettez $point attribut, comme par exemple $ID, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. On est bien d'accord? Mais ici, avec le mot-clé new, ça devient un pointeur. Et contrairement aux structures, pour accéder aux attributs, on va mettre $non variable. Au lieu de point, on va mettre flèche. C'est bon? C'est ça la différence. Lorsqu'on met new ici, ça veut dire que pour accéder aux attributs, on ne fera pas point, mais on fera plutôt flèche pour accéder aux attributs. C'est bon? Et voilà, donc ici, pour accéder à l'attribut ID, on va mettre $P, flèche, ID est égal, on va lui donner par exemple 10 et on va faire écho, votre âge est 2, et là je fais point $P, flèche, ID. Comme ça, voyons voir qu'est-ce qu'il affiche ici. Si j'actualise, il dit votre âge est bien de 10. Pour être sûr, je vais changer ici, je vais mettre 110 et je reviens. Vous voyez que là, votre âge est de 110. Ça veut dire qu'on arrive bien à accéder à cette propriété ID qui se trouve dans la variable personne, c'est-à-dire la variable P. Donc, lorsque vous créez ce qu'on appelle une classe qui a des attributs, qu'est-ce qui va se passer? Pour créer, quand vous mettez en place vos classes, pour créer une variable, utilisez le mot-clé new, mettez le nom de la classe et vous mettez parenthèse. Et on expliquera toutes ces choses-là en détail. Et donc là, ça veut dire que vous avez créé une variable de type personne. Pour accéder aux attributs, vous mettez le nom de la variable au lieu de point, on met flèche et on ne met pas flèche $ID. Non, vous mettez juste flèche ID et puis voilà, vous pouvez y accéder. Mais ça, c'est possible parce que c'est en mode public. Donc, lorsque vous mettez des attributs en public, on peut y accéder à n'importe quel endroit. Donc, lorsqu'on est ici et qu'on crée la variable, on peut mettre le nom de la variable flèche et puis on accède à ce qu'on appelle l'attribut. Mais plus tard, lorsqu'on va avancer un tout petit peu, vous verrez qu'en réalité, la notion de classe nous demande même de ne pas faire ces choses-là, c'est-à-dire faire en sorte que ces attributs-là ne soient pas accessibles n'importe comment. Mais il faut bien comprendre que la portée publique nous permet de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire d'accéder à l'attribut en passant par la variable. Et ce n'est pas quelque chose qui sera recommandé. Mais ça marche. Donc voici les trois choses. Comment est-ce qu'on met en place une classe? On met en place la classe en mettant classe, non-classe, accolade. Et ensuite, pour mettre les attributs, vous mettez une portée parmi les portées que j'ai citées ici.
public, par exemple, le type de la variable et puis votre variable. Et ensuite, pour créer ce qu'on appelle une instance de la classe, vous mettez votre variable est égal new, le nom de la classe, parenthèse, et voilà. Comme les attributs sont en public, on peut y accéder en mettant le nom de la variable flèche, l'attribut, et puis on a accès aux informations. Donc tout ce qui est public là, tout ce qui sera public, je répète, dans la classe, depuis la variable là qu'on va créer, on pourra faire flèche pour accéder à tout ce qui est public. C'est ça le sens de public. Quelque chose qui est public, on pourra utiliser la variable qu'on a créée, flèche, ce qu'on a mis là-bas dans la classe en mode public. Je donne un petit exemple. Supposons que je mets là-bas une fonction qui permet d'afficher bonjour. Alors, la fonction aussi aura ici, donc je mets juste en bas, on a parlé de attribut là-bas, ici, méthode. Regardez bien, classe à ce qu'on appelle les attributs, et tout ce qui est là, c'est ça qu'on appelle les attributs. Et la deuxième des choses, c'est que classe à ce qu'on appelle les méthodes, et là, je vais parler de méthode. Donc, public, function, on va dire dire bonjour, comme ça, et à l'intérieur, on va faire juste écho, bonjour, la classe. Voilà. Ça, la syntaxe de la fonction, ça ne change pas. Pour créer une fonction, vous mettez mot-clé function, non-fonction, parenthèse, qu'est-ce que la fonction a besoin, et puis, accolade, vous dites ce que fait la fonction. Mais ici, on met juste le mot-clé public pour dire quoi? Pour dire que c'est une portée. Et cette portée publique, comme je l'ai dit, ça veut dire que depuis la variable P, on pourra faire flèche le nom de cette fonction. Donc, tout ce qui est en mode public, quand on crée une variable de type la classe, on pourra faire flèche. Je donne un exemple. Après avoir fait ça, je vais mettre ici echo. Et je dis echo. On a déjà mis echo là-bas, donc je mets juste $P flèche dire bonjour. Et si je reviens ici et que j'actualise, vous voyez que là, ici, bonjour la classe s'affiche. Bonjour la classe, c'est quelque chose qui vient de cette fonction. Donc cette fonction est accessible également. Tout ce qui se trouve dans la classe sera accessible à partir de ce qu'on appelle la variable. Et c'est ce qui nous manquait avec les structures en langue C. Avec les structures, les méthodes étaient autre part que là où se trouvaient les attributs. Et donc les informations ne sont pas liées. Or ici, si on crée une personne, on a tout ce qu'il faut dans la variable personne. Malekoum salam. C'est ça en fait l'objectif des classes, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle un objet dans lequel on peut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir manipuler cet objet. Je donne un exemple, si c'était une voiture et qu'on créait une voiture, si on prend la variable V qui est une voiture, on a la possibilité d'accélérer, de démarrer, tout ça. On ne va pas créer des fonctions qui seront à part, qu'on va appeler sur la voiture en tant que telle. Donc, l'objectif des classes est de faire en sorte qu'on puisse créer une variable qui va avoir déjà tout ce qu'on appelle les attributs que la variable doit avoir et tout ce que la variable, ou du moins, je veux dire, tout ce que l'information, l'objet doit faire. Et ça va être des méthodes. Et ces méthodes se trouvent toujours dans la classe. Je donne un exemple. Supposons qu'on a un compte bancaire. Si on crée ce qu'on appelle une classe compte, on va dire un compte bancaire a besoin de quoi comme attribut? On va mettre les attributs, par exemple le solde, etc. Mais sur un compte, quelles sont les choses qu'on peut faire sur un compte? Toutes ces choses, on va les mettre dans la classe, mais comme des fonctions. Donc, les attributs qu'on a pour l'information, l'objet, et tout ce qui peut s'appliquer sur ces attributs, c'est-à-dire les opérations possibles sur ces attributs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes. Mais les méthodes ne changent pas. Les méthodes, mots-clés, function, non-fonction, c'est ça qu'on appelle les méthodes. Mais donc ici, la différence c'est ça. Avec les structures qu'on avait en langage C, on s'arrêtait là au niveau des attributs. Avec les classes, on a 1, les attributs, et 2, les méthodes qui se trouvent dans la classe. Et au lieu de type def-struct, on met mot-clé, classe, nom de la classe. Et puis voilà, on dit les attributs et ensuite on dit ce qu'on appelle les fonctions. Et tout ce qui est en mode public, comme je l'ai dit,
après avoir créé la variable qu'on appelle instance, disons l'instance de personne, ça veut dire que la personne qui existe en tant que telle, on vient de créer une personne qui existe. Et cette personne-là, c'est ça qu'on appelle l'instance. Mais là, c'est juste le concept de la personne. Et donc ici, une fois qu'on a créé l'instance, j'ai dit tout ce qui est en mode public, dans ce qu'on appelle notre classe, on peut mettre le nom de la variable qu'on a créée, flèche, et accéder à tout ce qui est public. Public veut dire que sur l'instance, sur la variable, on peut accéder à l'information. C'est bon jusque-là? Je donne un autre exemple. $P flèche nom est égal et je mets job. Donc ici, je vais dire bonjour, votre âge est et votre nom est, et là je mets point $P flèche nom. Voilà, si je fais ça, alors je peux faire un retour à la ligne aussi en faisant point BR comme ça. Revenons ici, si j'actualise, alors il dit qu'il y a une erreur sur la ligne 25. Alors, 25, point virgule. Voilà, parfait. Donc, si j'actualise, on peut voir votre âge est de 110 et votre nom est bien job. Donc, ok, on a compris que tout ce qui est en mode public sera accessible depuis le nom de la variable flèche, l'information. Maintenant, supposons que je change int là, je dis public là, de âge, de ID, je mets privé. On va essayer de voir la différence. J'ai dit tout ce qui est privé, ça veut dire que lorsque vous allez créer la variable, vous ne pouvez pas y accéder. C'est très important que vous compreniez. Qui dit privé, ça veut dire que l'information n'est visible que dans cet endroit-là que je viens de mettre. Si on est en dehors, c'est-à-dire quelque part ici, en allant quelque part, on ne peut pas tout simplement y accéder. C'est ce qu'on appelle le mot-clé privé. Maintenant, ici, si je tente d'accéder à ID comme ça, il va dire que I'm a problème. Donc, si je fais ici, actualiser, il dit error cannot access private property person ID. Donc, ici, on ne peut pas accéder à ID. Pourquoi? Parce que l'ID est protégé. Une chose qui est encore beaucoup plus intéressante à utiliser sur les classes ou bien l'avantage qu'on a pour les classes, c'est que on ne doit pas laisser la possibilité d'accès aux attributs n'importe comment. On doit protéger les attributs en sorte que les informations soient cohérentes. Et comment? En limitant l'accès à ce qu'on appelle la manipulation, l'accès surtout aux attributs. Il ne faut pas modifier l'attribut n'importe comment. Voilà, donc pour pouvoir limiter l'accès, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on appelle la portée privée. Donc les attributs en général des classes ne sont pas en mode public. Mais si vous faites en mode public, voici comment vous devez y accéder. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé pour les classes. Pour les classes, les attributs doivent avoir comme portée privée. On doit limiter ce qu'on appelle les portées. Et ensuite, mettre en place ce qu'on appelle les accesseurs, les mutateurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accéder aux propriétés. Puisqu'on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir modifier l'ID, pour ajouter l'ID ou bien pour ajouter le nom. Quand je dis ajouter, c'est ça qu'on appelait ajouter. Là, on ajoutait l'ID de la personne. Lorsqu'on créait la personne, on donnait son ID et son nom. Mais si on met là-bas en mode privé, on ne peut pas modifier l'ID ici. Il faudrait maintenant qu'on puisse avoir une possibilité maintenant pour pouvoir modifier l'ID ou bien pour pouvoir modifier le nom. C'est bon jusque-là? Et voilà, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Privé, ça veut dire quoi? Ça n'existe que dans ce qu'on appelle, ce que vous voyez ici. Maintenant, si c'est en mode privé, voici maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour accéder à des attributs qui sont en mode privé. Les attributs qui sont en mode privé, comme je l'ai dit, on ne peut pas y accéder ici. Donc, je vais commenter cette ligne. Je ne peux pas y accéder. Et 2, voyons maintenant comment faire pour accéder à ces attributs-là. Je répète,
les choses, les attributs qui sont privés ne seront accessibles que dans la classe. Donc ici, on va faire l'accès à l'attribut dans la classe. Maintenant, pour faire l'accès, on va mettre en place des méthodes, ou du moins deux types de méthodes. Ces méthodes, deux méthodes, mais qui vont être un peu plus différentes. Alors ici, dans les méthodes, il y a ce qu'on appelle des setters. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des getters. C'est des méthodes, des fonctions. Des fonctions. Et les fonctions là qu'on va mettre, qui seront des setters, ce sont des fonctions qui permettent de changer l'ID, de donner une valeur à l'ID. Tandis que le getter, c'est la méthode qui permet de récupérer le contenu de l'ID. C'est-à-dire que ici, si je voulais afficher, je mettais p flèche nom. Là, je récupère le nom pour afficher. On est bien d'accord? Donc, si je veux récupérer pour afficher, je vais utiliser ce qu'on appelle des fonctions, des méthodes qui sont des getters. Et si je veux modifier le nom, comme ça, je vais utiliser des fonctions qui s'appellent, ou du moins ce qu'on appelle des setters. Alors, qui dit setter, ça veut dire qu'on lui passe l'information qu'on veut ajouter au nom ou bien qu'on veut ajouter à l'ID. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, c'est une fonction. Donc, regardez bien comment est-ce qu'on met en place les méthodes qu'on appelle setter. On va faire ça pour l'ID qui est en mode privé. Comme on a dit que c'est une méthode, voici la syntaxe d'une méthode que je viens de mettre en place. La syntaxe d'une méthode, c'est mot-clé, function, etc. Et puis, ce qu'on appelle les getters, les setters, sont des méthodes qui sont en mode public. Donc ici, on va mettre public, et là, on va mettre function, et là, les getters, les setters, il y a un principe qu'on doit utiliser pour mettre en place les setters. Donc, tous les noms des setters commencent par set, et après avoir écrit le set, on met le premier caractère de la variable en majuscule, qu'on appelle chemicals. Donc ici, on veut faire un setter de ID, dont je mets public function, le nom de la fonction, je mets set ID, mais c'est le I qui est en majuscule, et je mets D. Et là, je mets parenthèse, et je lui dis, set ID permet de modifier l'ID, donc il faut donner l'information, l'ID qu'on veut pour cette personne. Et l'ID, c'est une information de type int. Donc, int $id. Ou bien on met $i comme ça. Et ici, on va dire $id est égal $i. Et là, c'est une fonction qui nous permettra de pouvoir modifier l'ID. Il y a ce qu'on appelle maintenant un getter. Et le getter, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fera pour récupérer l'ID de la personne? Puisqu'on ne peut pas y accéder en faisant p flèche ID. Donc, il faut un getter, c'est-à-dire pour modifier, et puis un setter du moins pour modifier, et un getter pour récupérer. Et c'est la même syntaxe. Tandis que pour un getter, on met public, function, on met la même chose, get, ID, on respecte les mêmes normes, mais ça ne prend pas d'argument, tandis que ça retourne la valeur de l'ID actuel, $id. Voici maintenant la différence entre ce qu'on appelle un setter et un getter. Un setter, c'est une méthode qui permet de modifier le contenu de l'attribut. Et un getter, c'est une méthode qui permet de récupérer le contenu de l'attribut. Donc, si on veut modifier l'ID, si on veut ajouter l'ID de la personne, on passera par un setter en fournissant l'ID. Et l'information doit correspondre au type de l'information qu'on a mis ici. Et si on veut afficher l'ID, alors il faut passer par le getter pour récupérer l'ID afin de l'afficher. Donc, un getter, c'est une fonction qui retourne l'information, tandis qu'un setter, c'est une fonction qui ne retourne pas, mais qui prend en paramètre la nouvelle information et qui modifie l'attribut par cette nouvelle information. Et donc, tous les attributs ici seront des privés et chaque attribut aura un setter, aura un getter qui sont ces fonctions-là. Maintenant, testons tout simplement le ID ici.
Pour mettre en place maintenant la modification de l'ID comme ce qu'on a fait pour nom, on ne va plus faire $p flèche ID. Pour modifier, en mettant la valeur 100, il faut mettre p flèche set, ça c'est une fonction maintenant, set ID, et là on lui envoie 110. Parce que c'est une fonction, n'oubliez pas, c'est une fonction, set ID. C'est une fonction. Donc voici comment est-ce qu'on modifie l'ID. Et donc voici ce qui se trouve ici. Et c'est ça la différence entre la portée en mode privé et la portée en mode public. Si l'ID est en privé, on ne peut pas accéder à ça comme ça. Mais il faut passer par la méthode qu'on appelle un setter pour pouvoir modifier. Et c'est une fonction qui prend la valeur. Tandis que les choses qui sont en public, on peut accéder directement. Mais comme le setter permet de pouvoir modifier l'information, le setter non plus ne doit pas être privé. Si vous mettez le setter, la fonction, je veux dire, privé, ça veut dire que le setter sera uniquement visible dans la classe, ne sera pas visible ici. Donc, les setters, les getters sont des méthodes qui sont en mode public. Parce que ça va nous servir plus tard de pouvoir accéder à l'attribut. On peut avoir des fonctions qui sont en privé. Mais ce qui est sûr, les getters, les setters sont toujours en public. Voilà, maintenant, donc ici, setter, ici, maintenant, si je vais afficher l'ID, je ne vais pas faire p flèche ID, mais je fais p flèche get ID. Et voilà, si je fais ça et que je reviens là et que j'actualise, et voici, il dit qu'on a un problème avec undefined, votre âge est de votre nom. Alors, ici, get ID. Hein? Attendez. $10. Alors, ok. Setter, $. Ok, là, en fait, ce qu'il est en train de parler, c'est cet ID-là qu'on essaie d'accéder et je vais vous montrer comment on va faire pour régler ça. Alors, donc, il dit, la variable $ID n'existe pas. Parce que lorsqu'on est dans la classe, pour accéder à cet ID-là, il ne faut pas mettre $ID comme ça. Il faut mettre, voilà, this, voilà, flèche ID. Et là, même chose, $this, flèche ID. Voilà, si je reviens ici, j'actualise, parfait. Et là, on voit bien que l'ID a été modifié par la valeur 110. Et là, il dit votre âge est 110. Et voilà, et c'est ça qu'on appelle la bonne pratique. La meilleure des choses à faire sur les attributs, c'est en mode privé. Je n'ai pas dit, dans toutes les classes, les attributs vont être en mode privé. Étape par étape, il faut juste comprendre chaque mot-clé. Privé veut dire quoi? Et puis public veut dire quoi? Oui, allô? Oui. Oui. Maman Lamine, tu peux me rappeler? Là, je suis en train de faire un cours, là. Ça marche. Voilà, donc, on vient de voir un petit peu la différence entre le mot-clé privé, qui est une portée, et le mot-clé public, qui est une portée. Maintenant, corrigeons et améliorons notre code. Tous les attributs ici vont être en privé. Il ne faut pas mettre des attributs en public. Donc, private. Voilà. Maintenant, ça veut dire que le nom là, on ne pourra plus y accéder au nom comme ça aussi. Le nom ne pourra plus être accédé comme ça. Donc, si j'actualise, il va dire qu'il y a un problème parce qu'on essaie d'accéder au nom qui est privé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Même principe, ce qui est bien, c'est que on peut copier, coller. Après, il y a des extensions qui vous permettent de générer toutes ces choses-là aussi. Il y a des extensions PHP que vous pouvez installer sur Visual Studio Code qui vous permettent de générer les setters d'une classe et de générer les getters. C'est-à-dire la fonction que je viens de faire là. Je peux générer ça à travers Visual Studio Code. Maintenant, ici, je mets set nom qui va être une chaîne de caractères. Ici, je peux mettre nom. Et ici, je mets this nom est égal
non. Alors ici, je peux mettre ID. Il fera la différence entre ID et ThisID. ThisID correspond à ce qui se trouve là. Et puis, $ID correspond à ce qu'on a passé en paramètre. La même chose pour set nom. Voilà, on fait set nom, on fait set prénom. Set prénom. Voilà. Et ensuite, set âge. Âge, moins int. Et là. Voilà. Donc, regardez bien le principe, les setters. On met 7, 7, 7, 7, 7 et ensuite le nom de l'attribut, premier caractère en majuscule, en utilisant les kamicases. Pour les sets, on envoie en paramètre l'information et puis on modifie le contenu de l'attribut. On modifie le contenu de l'attribut. C'est ça, les setters. Tandis que pour les getters, on fait la même chose. Copier, comme on sait. On a get, non. On retourne this, non. Ensuite, on a get, prénom, on retourne this, prénom. Et enfin, on a get, âge, on retourne this.âge. Et donc, ce qui veut dire que là, ici, qu'est-ce que je fais? Au lieu de P flèche non, je vais mettre P flèche set non et j'envoie le nom job en paramètre. Voilà, donc si je veux modifier le nom, je vais mettre le nom de la variable flèche set nom et pour accéder au nom et l'afficher, on ne met pas P flèche nom mais pas comme P flèche get nom fonction. Et voilà. Et là, on est en train de petit à petit évoluer dans ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Donc, c'est ça en fait que on utilise en entreprise, ce qu'on appelle la programmation orientée objet, définir des classes qui sont là avec des attributs en précisant les portées des attributs. Et les attributs en général sont en privé, en général je dis. Si c'est en privé, alors mettons en place deux types de fonctions pour y accéder. Il y a ce qu'on appelle les setters qui permettent de les modifier, ces attributs-là. Il y a aussi ces fonctions qu'on appelle les getters qui permettent de récupérer le contenu de ces attributs. On aura d'autres types de fonctions. Les méthodes, ce n'est pas seulement les getters et les setters. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut trouver dans une classe. Mais les getters et les setters sont pour les attributs qui se trouvent là. Et ici, par exemple, j'ai une autre méthode, dit bonjour, qui n'est ni getter, qui n'est ni setter. Donc, dans une classe, il y a deux choses, comme je l'ai dit. On a les attributs, on a les méthodes. Et on a les méthodes qui sont des getters pour accéder aux attributs, c'est toujours des méthodes. Et on a des méthodes qui sont des setters. Et aussi, on a d'autres méthodes qu'on peut avoir aussi sur ce qu'on appelle des classes. Maintenant, jusque-là, on affiche l'information ici en dehors de la classe. Mais avec les classes, on a la possibilité de dire quoi? Créer une méthode là-bas que je vais appeler dans la classe public function affiche personne qui permet d'afficher la personne en tant que telle. Au lieu que j'affiche les informations en dehors, toutes les informations, parce que c'est ça l'objectif de la classe. Faire en sorte que même certaines opérations qui doivent être appliquées sur la classe se trouvent dans la classe elle-même. Donc ici, je peux créer une fonction affiche personne. À chaque fois que j'appelle affiche personne, on affiche les informations de la personne. On a nom, 2 points. Ici, ça va être point, $this, flèche, nom. Comme ça. Et voilà. Je vais copier et coller. Ensuite, on a prénom, this, prénom, coller, on a
âge. Âge. Et puis, je vais coller. On a ID, this, ID. Voilà. Donc, on peut créer une fonction qui permet d'afficher la personne. Au lieu qu'on fasse ici écho, on va effacer le écho là. Lorsque on crée une personne en faisant créer l'instance de la personne, on va donner les informations. On va faire set ID, set nom. On va faire $P, set prénom. Et on va mettre alpha. Et on va mettre set ID, âge. Set âge. On va mettre 23 ans. Et là, une fois qu'on a donné toutes les informations de la personne, on peut faire ceci. $P, flèche, affiche personne. Et là, donc, lorsqu'on a la variable P, on peut littéralement faire tout ce qu'on veut sur la personne. En fait, on passe par la variable P, .set pour modifier le nom, .get pour accéder au nom, .affiche personne pour afficher la personne. On peut créer d'autres fonctions, etc., etc. Mais on va passer par la variable flèche pour y accéder. Si j'actualise ici, cette fois-ci, on voit que là, il affiche le nom, le prénom et toutes les informations de la personne. Et ça nous provient d'une méthode qu'on a appelée affiche personne qui fait partie de la classe. Et voilà, donc vous pouvez créer énormément de méthodes en fonction de ce que fait la classe. Vous créez les méthodes qu'il faut à l'intérieur de la classe et vous pouvez y accéder en passant par l'attribut là, et voilà, etc., etc. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est bon jusque-là? Ok. Maintenant, je vais fermer ça. On va refaire la même chose avant de pouvoir ajouter quelque chose de plus. C'est bon? Ok, mais je vais créer juste un nouveau fichier. Là, on a parlé de personnes. On va créer cette fois-ci de étudiants, par exemple. Alors, donc, je vais mettre ici étudiant.php. Alors, nous, on veut créer ce qu'on appelle une classe étudiant. Étudiant, comme ça. On va dire qu'un étudiant aura un identifiant, son matricule, son nom, son niveau, classe. Sa classe, quoi. Voilà, supposons c'est ça que nous, on veut connaître sur un étudiant. Alors, donc, pour créer un étudiant, il faut d'abord mettre ce qu'on appelle la classe étudiant, qui est la famille des étudiants. Tous les étudiants vont avoir ces choses-là. Et puis maintenant, créer chaque étudiant, c'est-à-dire créer une variable de type étudiant. Jusque-là, c'est bon. Alors, le principe, c'est simple. Pour créer une classe, on va utiliser quel mot-clé? Classe. Donc, on met le mot-clé classe et on met le nom de la classe. Ici, on va mettre, et de préférence, le premier caractère, mettez ça en majuscule. C'est quelque chose qui est utilisé de partout. Voilà. Voilà donc, classe étudiant. Et ensuite, je mets juste un petit commentaire ici pour dire que là, c'est l'espace des attributs. Ici, là, l'espace des méthodes. Ok, maintenant, au niveau des attributs, on va mettre en place les attributs. Et comme je l'ai dit, de préférence, on va utiliser la portée private. Alors donc, ici, on va mettre private. ID, c'est une information de type $int $id private pour les chaînes string $matricule private string, on a non private string dollar niveau hack private string dollar
classe. Ok, voici. On vient de finir de mettre en place ce qu'on appelle les attributs. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut faire pour accéder aux attributs. Pour accéder aux attributs, on va commencer par mettre les méthodes de type set pour modifier. C'est bon jusque-là? Ok, maintenant, comment est-ce que je peux faire une méthode qui permet de modifier l'ID? Alors, les méthodes qui permettent de modifier, qu'on appelle les getters et les setters, sont des méthodes qui sont en public, mots-clés publics. C'est bon? Ok, donc ici, on commence d'abord par public. Et ensuite, on va dire quoi? On va commencer par l'ID. Donc, on va dire public, function, parce que c'est une méthode. Set ID avec I majuscule. Et ensuite, c'est une fonction qui prend en paramètre quelque chose. Donc, int $id. C'est bon jusque-là? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour accéder à l'ID de la classe, on passe par $this flèche ID et ensuite on met est égal $. Parfait. Jusque-là, c'est bon? Ok. Comme nous, on est des experts, on fait ça. CTRL-C, CTRL-V, et puis on avance rapidement. Non. Voilà. 10, non. Non. Alors, étant des experts, on copie, on colle. Alors, les débutants ne doivent pas copier-coller. Normalement, vous devez écrire. Ce sont les experts qui doivent copier-coller. Le monde est méchant. Il n'y a pas de prénom. Donc, c'est matricule. Donc, on fait matricule. Matricule. Après, non, matricule, niveau et classe. Donc, je copie les deux. Niveau. Niveau. Et ensuite, classe. Ok. Classe. Ok, là, on vient de finir de mettre en place ce qu'on appelle des setters. C'est bon? Alors ici, je peux ramener ça sur une seule ligne. Comme ça. Voilà. Toc. Je fais ceci. Plus 221, 77, 415, 16, 28, plus 221, 60. Oui, alors? Voilà. C'est juste pour avoir un peu plus d'espace, quoi. Je veux dire, réduire le nombre de lignes. Oui, allô? Bonjour. Ça va, Dieu merci. Et toi? Bonne salle. Voilà, il faut chercher. Et tu me fais ci ensuite. Ok, donc ici, on a fini avec ces... Oui, tu cherches, vous trouvez, et puis tu me fais ci. Ça marche. Maintenant, donc ici, on a ce qu'on appelle les méthodes qui sont des setters. On va mettre en place ce qu'on appelle nos getters. Alors, nos getters, public, function, get, ID. Normalement, on fait comme ça, return, $,
$this flèche ID. On est bien d'accord? Mais moi, je peux les ramener sur la ligne comme ça pour réduire en termes de nombre de lignes. C'est juste ça. Hein? Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, je fais commande C. Je colle. Après get ID. Get nom. Et ici, this nom. Plus 221, 77. Ouais. D'accord, ça marche. Set get matricule. Et là, matricule. Ensuite, get niveau ac class. Alors donc comme je l'ai dit, ça sera les méthodes de base qu'on va avoir pour une classe. Les getters, les setters pour les attributs. Mais on peut avoir d'autres méthodes, comme par exemple la méthode la plus courante, c'est une méthode qui permet d'afficher la classe en tant que telle, c'est-à-dire afficher les informations. C'est bon? Donc ici, on va mettre en place des méthodes, une méthode qu'on va mettre comme ça, public function, on va l'appeler affiche étudiant, qui a pour rôle de faire écho nom $this flèche nom point. Ensuite, on va avoir matricule $this matricule. Ensuite, classe $this classe and niveau $this niveau. Et voilà. Donc, on a mis en place une fonction. On a mis les fonctions qu'on appelle les méthodes getter, les setters, et on a mis une autre fonction ici qui permet d'afficher l'étudiant. Ok, maintenant, là, c'est tout simplement le concept qu'on vient de mettre en place. On a mis le concept en place. Maintenant, il nous faut créer les instances, c'est-à-dire un étudiant en tant que tel. C'est bon jusque-là? Et donc, il faut créer un étudiant. On va mettre ET1 est égal. Et qu'est-ce qu'on dit? Mot-clé niveau. Et ensuite, étudiant, le nom de la classe. Voilà, ça veut dire que là, je viens de créer ce qu'on appelle un étudiant. Parfait. Et lorsque j'ai un étudiant, je vais faire ça. $ET flèche affiche étudiant. Bon, pour le moment, on n'a pas encore fourni les informations. Donc, du coup, on ne peut pas voir ces données-là. Donc, ici, je vais changer de location. Voilà. J'actualise. Étudiant PHP. Et là, il dit que j'ai mal orthographié. C'est ET1. Voilà. Et il dit que cette propriété non ne peut pas, not be accessed before initially. C'est-à-dire que si on n'a pas donné des données concernant le nom, le prénom, etc., il dit qu'il va y avoir des soucis si on essaie d'afficher le nom et qu'on essaie d'afficher le matricule, etc.
Ok, donc jusque-là, c'est bon. Alors, ce qui nous attend, c'est quoi? C'est d'accéder au setter et de modifier les informations avant de pouvoir afficher. Donc, entre l'instance et l'affichage des étudiants, il faut fournir les données. ET, flèche, set, ID, 1, ET1, ET1, flèche, set, nom, job, ET1, flèche, matricule. Ok, ça, je suis d'accord que c'est quelque chose qui est long. Et on verra comment est-ce qu'on peut faire d'une manière encore beaucoup plus simple. Au lieu de passer toujours par les sets, etc. ET1, flèche, set, classe. IH. $ET1. Bonjour. Point 7 niveau. Et là, on met L1. Voilà, on vient de créer un étudiant. J'ai oublié les get ici. Alors non, je suis dans la classe, je ne suis pas obligé de mettre... En fait, quand je suis dans la classe, je peux accéder aux attributs en faisant directement this, nom de l'attribut. Tu peux appeler get, mais tu peux accéder à l'attribut. Tant que tu es dans la classe, tout ce que tu vois ici, tu peux y accéder. C'est bon? Mais par contre, lorsqu'on est en dehors de la classe, on ne peut pas accéder directement à ces attributs privés. C'est-à-dire que this.nom, ça veut dire que cette classe, this fait référence à la classe elle-même, étudiant. Tu vois, point nom pour accéder au nom. This, point, méthode pour accéder aux méthodes de la classe, etc. Tant que tu es dans la classe, tu peux accéder à tout, qu'il soit en privé ou pas. Mais lorsqu'on est en dehors, on est obligé de passer par le getter pour accéder au nom. Quand je dis dehors, c'est-à-dire que sur une variable ET1 comme ça, il faut passer par getter, setter, tu vois. Mais dans la classe, dans la définition de la classe, les attributs privés qu'on a mis là-bas, dans les méthodes, tu vois comment est-ce qu'on fait pour accéder. En fait, même get, c'est une méthode. Et on fait ici get this flèche nom. Tandis que aussi ici affiche c'est une méthode. Il n'y a pas une différence. Donc on peut quand même accéder à this.nom. Tu vois. Mais si tu appelles ici au lieu de this.nom et tu appelles la méthode get nom, c'est la même chose. Parfait. Donc commande S, on actualise. Et parfait, on voit que là, on vient d'avoir un étudiant. Job, matricule, M001, classe IH, niveau L1. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les classes. Et on vient de recréer la classe de début jusqu'à la fin, d'une manière simple. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Ok, maintenant, il y a ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle constructeur. Avant de parler des destructeurs, etc., il y a ce qu'on appelle des méthodes qu'on appelle constructeurs. Lorsque vous créez une classe comme ça, par défaut, il y a ce qu'on appelle un constructeur par défaut. Et après, on peut créer ce qu'on appelle un constructeur avec argument. Un constructeur, c'est une méthode de la fonction. Par défaut, on n'a pas besoin de préciser le constructeur. Mais on peut préciser le constructeur. Et comment est-ce qu'on met en place? On met function. Donc, c'est une méthode, function, et le constructeur, pour le mettre en place, vous mettez tiré de 8 deux fois. Tiré de 8 et vous mettez construct. Le rôle du constructeur, comme son nom l'indique, c'est de construire l'objet, de préparer tous les éléments, etc., les informations, tout ça là, qui pourront être disponibles, qui seront utilisés sur la classe. C'est ça qu'on utilise ici lorsqu'on fait new étudiant. On fait appel au constructeur. La méthode construct là, on fait appel au constructeur. Et donc, je dis quoi? Mettre
construct là, ici, comme ça, c'est comme si on n'a pas mis. Parce que si on n'a pas mis, cette méthode existe par défaut. C'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Et regardez bien, si je mets ici, je viens là, il n'y a pas de souci, aucun problème, etc. Mais il y a ce qu'on appelle le constructeur avec argument. Quand on dit constructeur, c'est une méthode qui permet de construire. Voici comment est-ce qu'on construit un étudiant. C'est bon? Pour construire un étudiant, on met new, non classe, entre parenthèses. Si on a ce constructeur comme ça, ou bien qu'on n'a pas ce constructeur, on fait la construction en écrivant new étudiant comme ça. Mais on peut mettre un constructeur avec argument. Qui dit argument, ça veut dire qu'on a une information qui est passée en paramètre. Par exemple, si je mets ici string, je mets ici string $v comme ça, là, ça veut dire que le constructeur, suivez bien, ça veut dire que le constructeur de l'étudiant a besoin d'une chaîne en paramètres. Suivez d'abord. Ce qui veut dire que là, si je vais construire un étudiant en faisant new étudiant, il faudrait que je passe en paramètre ici une chaîne. C'est ça qu'on appelle le constructeur. Maintenant, si je fais ça comme ça, sans passer quelque chose, et que je reviens, il va me dire qu'il y a un problème. Il dit que le constructeur de l'étudiant a besoin d'un argument. Le constructeur d'une classe en PHP, c'est construct. Par défaut, si vous ne mettez pas construct comme ça, comment on dit, c'est comme si vous avez construct, mais qui n'a rien dans la parenthèse. Par défaut. C'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. C'est-à-dire que si je ne mets rien, c'est comme si derrière, on avait construct, mais ici, il n'y avait rien dans la parenthèse. Et c'est ça qu'on appelle le constructeur par défaut. C'est bon jusque-là? Donc, mettre ça ou ne pas le mettre, ça dit exactement la même chose. Et donc, ça veut dire qu'on peut construire l'élément comme ça. Parce que quand on veut construire, on n'a pas quelque chose qui est nécessaire ou bien de priorité, ou du moins quelque chose d'obligatoire à fournir dans le constructeur. Et ce qui fait que là, si je viens et que j'actualise, il n'y a pas de souci. Mais si je mets ce constructeur et que je dis a besoin d'une information, c'est-à-dire quoi? A besoin d'une chaîne. Ça veut dire que lorsque je voudrais construire la classe, il faudrait que je lui passe une chaîne en paramètre. Donc, si je ne lui passe pas une chaîne, il va me dire que là, il y a un souci parce qu'on a passé un argument. Cependant, si je mets ici « bonjour », là, il va comprendre que je viens de passer une chaîne en paramètre de cette fonction-là, étudiant, constructeur, et donc, du coup, ça marche. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle les méthodes qu'on appelle constructeurs. Il y a ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Il y a ce qu'on appelle le constructeur avec argument. Donc, si vous mettez les constructeurs avec argument, lorsque vous voulez construire la classe, ça veut dire lorsque vous voulez créer l'instance de la classe, vous devez passer en paramètre les informations que construit a besoin. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites new étudiant ici, vous allez tenir compte de votre méthode construct. Votre méthode construct, est-ce que le construct a des arguments? Si oui, vous allez préciser les arguments. C'est ce qu'on appelle constructeur avec argument. Alors, nous, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Regardez bien. Nous, notre constructeur, on va dire que lorsqu'on veut créer le constructeur, quand on veut construire tout simplement un étudiant, on va lui fournir les 5 informations en même temps. C'est-à-dire, on va lui fournir le nom, on va lui fournir le matricule, on va lui fournir niveau, on va lui fournir niveau, on va lui fournir classe et on va lui fournir
l'ID. Bon, je vais mettre d'abord l'ID au début. Voilà, donc ce que je dis, c'est quoi? Quand je vais construire, suivez d'abord, quand je vais construire un étudiant, je lui passe 5 arguments. Je lui donne l'ID, le nom, le matricule, le niveau, ainsi que la classe. Et si je fournis ces informations, ici, je vais donner ces informations aux attributs qui se trouvent là. Donc, je vais mettre $this flèche ID, moi, $ID. Ensuite, $this. Non, moi, non. Donc, c'est comme si le constructeur était comme un setter global. Vous comprenez ça juste comme ça. On va mettre matricule, $matricule, le constructeur avec argument, je vais préciser. $niveau et ensuite $this class est égal à $. Ça fait les 5. Et voilà. Et là, ici, je commente je vais commenter ici. Je vais mettre ici constructeur. Ça, ce sont des méthodes. Mais ça, c'est un constructeur. Ici, ça, ce sont des méthodes. Mais non. Ces méthodes sont appelées setter. Ici, ça, ce sont des méthodes qu'on appelle des getters. Voilà. Là, ça nous permet de différencier chaque chose qui se trouve là. Et maintenant, donc ici, ce qui veut dire que lorsque je vais construire, là, je ne vais pas fournir juste une seule information. Tout à l'heure, lorsqu'on avait mis construit avec une seule chaîne string, on avait passé cette information et il avait accepté. Mais cette fois-ci, je dis, construit va prendre 5 arguments. Ce qui veut dire que si je fais new étudiant, il faut passer 5 éléments. Si je passe juste un élément et que j'actualise comme ça, il va dire qu'il y a un problème. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont manquants. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je respecte les éléments qui doivent être passés. Je passe 1. L'ID, ça doit être 1. 2, je passe le nom. 3, je passe quoi ici? Matricule, ensuite niveau. Donc matricule, c'est M001. Niveau, c'est L, on va dire L2. Et ce qui veut dire, la dernière chose, c'est la classe. On va mettre IH. Et donc, si je fais ça comme ça, je n'ai pas besoin de faire setter. Mais après, je peux utiliser quand même les setters. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque je mets toutes les informations en argument lorsque je construis l'étudiant, ces informations-là, regardez bien, quand je récupère ces informations ici, je fais comme si je modifiais tous les attributs, comme c'est ce que je faisais dans les setters, mais pour tous les attributs en même temps. Et voilà, donc ce qui veut dire que je peux enchaîner directement en faisant et.affiche étudiant. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Et là, j'actualise, on peut voir que là, les informations que je viens de fournir ont été ajoutées dans ce qu'on appelle les attributs. Et c'est ce qu'on appelle les getters. Jusque-là, c'est bon? C'est pas bon. Au niveau du constructeur, quand tu dis ce n'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui. Oui. On récupère, on affiche? Non, on n'affiche pas dans le constructeur. Le constructeur n'a pas comme but d'afficher. Le constructeur a juste pour but de pouvoir faire ça.
lorsqu'on fait new étudiant, on fait appel au constructeur. Tu vois? Maintenant, une fois qu'on a créé la variable, c'est là maintenant qu'on va utiliser pour faire tout ce qu'on veut. Donc, lorsqu'on construit, ce n'est pas à ce moment-là qu'on affiche l'information. Mais on peut construire en fournissant les données. C'est comme quand tu veux créer une variable en donnant d'abord les valeurs de base. Tu vois? C'est ça, en fait, ce constructeur avec l'argument-là. Mais une fois que tu as maintenant la variable avec la valeur, maintenant tu peux utiliser. Et tu vois, l'affichage, ça, c'est l'utilisation plus tard, etc. Donc, le constructeur n'a pas comme objectif d'afficher les informations. Mais plus tard, on peut mettre ce qu'on appelle certaines choses, parce que là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Mais après, il peut y avoir ce qu'on appelle des exceptions, des erreurs qui peuvent survenir. Donc, les validations, des contrôles qu'on peut faire sur les attributs. Si on dit par exemple l'âge de la personne ne doit pas être négatif. C'est bon? Ce sont des traitements qu'on peut ajouter dans les setters et dans le constructeur avec argument. Le devoir, c'est quelle heure? C'est pourquoi vous ne me suivez plus. Bon, pour T, si vous avez des questions, vous me posez.